Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un véritable palais donnant sur le lac supérieur. Les meubles viennent du monde entier. Les cheminées sont en marbre algérien. Il y a des tapisseries magnifiques au mur. Une grande fortune familiale. Il y avait beaucoup de gens autour de cette fortune colossale. Mais un double meurtre est commis dans la maison et personne ne paiera jamais. Un crime dans le château d'une famille si riche, les médias se sont vite emparés de l'affaire. Un véritable jeu de piste dans un château américain et une chasse au trésor de 45 millions de dollars. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Malgré mon expérience, je n'ai jamais travaillé sur une affaire comme celle-ci. Gary Waller, de la police de Duluth, n'oubliera jamais la date du 27 juin 1977. Ce jour-là, il est appelé pour une urgence à l'adresse la plus prestigieuse de la ville, 3300 London Road, dans la villa Glensheen, chez l'une des femmes les plus fortunées du Minnesota, Elizabeth Congdon. En arrivant, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je n'étais jamais allé à Glensheen. J'essayais d'imaginer ce qui avait pu se passer. Gary Waller est accueilli à la porte principale par ses collègues de la police. J'avais l'impression d'entrer dans un musée. Les murs et la cage d'escalier étaient en bois sculpté dans toute la maison. J'ai tout de suite senti cette odeur qui m'est familière, l'odeur de la mort. Elle a une odeur cuivrée, celle du sang. Puis j'ai vu une jambe nue, celle d'une femme, qui pendait de la banquette devant la fenêtre. Sur le palier, Gary Waller découvre la première victime, Velma Pietila, l'infirmière de nuit de l'héritière. Son corps était là. Elle était tournée à droite, sa tête était comme ça, tournée légèrement sur le côté droit, et ses mains étaient levées vers son visage. Autour du corps, il observe des signes de lutte. La cage d'escalier entre le premier palier et le deuxième étage était jonchée de vêtements et d'accessoires appartenant à Velma. Elle était couverte de bleu et de coupures. Et on pouvait observer une grande quantité de blessures de défense sur ses bras et ses mains. Sur le tapis persan, peut-être l'arme du crime. Il y avait un chandelier juste à côté du corps de Velma. Gary Waller continue de monter l'escalier jusque dans la chambre d'Elizabeth Congdon. Elizabeth Congdon était couchée sur ce côté-ci du lit, avec un oreiller en satin rose sur le visage, couvert de sang. En le soulevant, j'ai vu que son visage était bleu. Elle était morte. Elizabeth Congdon a été étouffée, mais ne présente aucun autre signe de blessure. Le sang sur la tête d'oreiller vient sûrement des mains du meurtrier. La chambre semble avoir été fouillée et Gary Waller y regarde de plus près. Un certain nombre de bijoux avaient disparu, comme la montre et la bague qu'elle portait. De l'autre côté de la pièce, une boîte à bijoux est retournée sur le sol. Mais la boîte à souvenirs d'Elizabeth est restée intacte. J'ai commencé à avoir des doutes quand j'ai vu que les tiroirs de la commode avaient été ouverts à la même profondeur. C'était bizarre. On aurait dit qu'on avait essayé de déguiser un meurtre en cambriolage.
Pendant 3 jours, la police interroge le personnel et fouille la maison de fond en comble à la recherche d'indices. Aucun des 3 domestiques de Glen Sheen n'a entendu quoi que ce soit cette nuit-là. Le meurtrier a disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs sont dans une impasse. Elizabeth Congdon a été étouffée dans son lit avec un oreiller en satin rose. Où sont donc le colonel Moutarde et Mademoiselle Rose? Un double meurtre a eu lieu derrière les portes dorées de Glen Sheen. Tous les habitants du Minnesota se passionnent pour cette histoire. À cette époque, à Duluth, il y avait très peu d'homicides, 1 ou 2 par an, pas plus. Pendant des jours, les meurtres de Glen Sheen font la une des journaux. Les voisins terrifiés commencent à fermer à clé leurs portes de chambre. Au début, la police avait déclaré qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Mais nous avons ensuite compris qu'il s'agissait d'autre chose. Plus le public entend de détails sur le crime, et plus il se demande comment 2 femmes sans défense ont pu être abattues aussi sauvagement. Oui, il y a eu vol, mais il y a aussi eu meurtre. 2 meurtres. Était-ce vraiment un cambriolage qui avait mal tourné? On ignorait encore quel pouvait être le mobile de ce crime. Glen Sheen est laissé intact, avec ses plafonds en feuilles d'or 22 carats et ses trésors inestimables. C'est étrange. Seule une poignée de bijoux a été volée. Il doit y avoir un autre mobile. En tant qu'enquêteur expérimenté, quand on sait qu'il y a de grosses sommes d'argent en jeu dans la mort de quelqu'un, on est obligé de prendre en considération le fait que cela puisse constituer un mobile. Au moment de sa mort, Elizabeth Congdon pèse 45 millions de dollars, une fortune dont elle a hérité. Elle est en effet la dernière vivante des descendants de Chester Congdon, un millionnaire, habile homme d'affaires ayant fait fortune dans le minerai de fer. Chester Congdon et sa femme Clara ont eu 7 enfants, dont Elizabeth. En 1905, il engage le meilleur architecte du Minnesota pour construire sa demeure familiale, un château de style jacobin de 39 chambres, surplombant le lac supérieur. La propriété s'étend sur 6 hectares et accueille une maison de gardien, un garage, des écuries et même un hangar à bateaux et une jetée, ainsi que de magnifiques jardins. L'intérieur est aussi grandiose. Chester et Clara Congdon n'ont pas regardé à la dépense pour la décoration de Glen Sheen. Les meubles viennent du monde entier, les cheminées sont en marbre algérien et italien, les plafonds sont décorés de feuilles d'or 22 carats et il y a des tapisseries incroyables et des tapis orientaux. Chester confie la réalisation des lampes et des vitraux à de grands artistes de renom. Partout dans la maison, il y a des objets et des œuvres magnifiques que la famille avait collectionnés voyage après voyage et d'autres qui avaient, eux, été spécialement conçus pour Glen Sheen. Le style de vie des Congdon ressemble à cet environnement luxueux. Les dîners en famille sont très formels. Tenue de soirée obligatoire. Les enfants fréquentent les meilleures écoles du pays et côtoient les enfants des familles américaines les plus nobles. Après l'obtention de son diplôme prestigieux du Vassar College, Elizabeth Congdon rentre à Glen Sheen et s'implique activement dans une association de femmes de Duluth. Puis, dans les années 30, toujours célibataire, elle adopte 2 filles, Jennifer et Marjorie. Elle leur offrira la vie de vrais Congdon. Contrairement aux autres filles de leur âge, quand elles avaient besoin de vêtements, les boutiques venaient à elles à Glen Sheen. Elles n'allaient pas dans les magasins. Des vendeuses venaient avec des cartons pleins de vêtements à leur faire essayer. Des cours de musique sur un piano à queue prestigieux, une limousine et son chauffeur pour aller chez leurs amis, des vacances en Europe ou au Mexique. Les filles d'Elizabeth ne manquent de rien. Mais sa fille aînée, Marjorie, possède un goût pour l'argent qui ne semble jamais satisfait.
Dès le début, nous savions que Marjorie était une enfant un peu différente. Elle était extrêmement dépensière, depuis sa plus tendre enfance. Jeune adolescente, elle était capable de dévaliser un centre commercial sans que sa mère ne soit au courant. Elle avait subtilisé des objets de valeur de la maison de Glensheen pour les vendre, et sa famille avait dû aller les racheter. Elizabeth inscrit Marjorie à la Donna Hall School dans le Massachusetts. L'école est réputée stricte, mais ça ne fait pas peur à l'astucieuse Marjorie. Elle passait son temps à écrire des lettres à sa mère pour lui demander de l'argent. Dans certaines lettres, Marjorie essayait aussi de manipuler sa mère en lui racontant toutes sortes de mensonges pour lui soutirer encore plus d'argent. Mais Elizabeth ne se laisse pas faire. Quand elle comprend que Marjorie a de vrais problèmes psychologiques, elle la fait interner dans un hôpital psychiatrique VIP à Topeka, au Kansas. Au centre, les médecins ont conclu que Marjorie était une sociopathe. Après 1 an de traitement, Marjorie s'installe à Saint-Louis pour finir ses études. Elle va beaucoup mieux. Elle rencontre Dick Leroy, un jeune assureur ambitieux. Quelques mois plus tard à peine, le jeune couple se marie à Glensheen. Il s'installe à Minneapolis et depuis le début de cette union, Marjorie est comblée. Ils étaient très amoureux. Ils ont eu 7 enfants. Et pendant les premières années de leur mariage, ils essayaient de se construire une vie normale. Il semble que Marjorie a finalement surmonté ses difficultés du passé. Elle devient femme au foyer et maman dévouée. Mais avec le temps, sa soif de dépenses refait surface. Marjorie voulait toujours le meilleur pour ses enfants et elle dépensait l'argent en conséquence. Quand ses enfants, sous ses encouragements, devenaient bons en patin à glace ou en équitation, elle leur achetait des bottes faites sur mesure, par douzaines, ou des patins à glace faits main. Très vite, Marjorie est prête à tout pour pousser ses enfants. L'un des fils de Marjorie commence à faire de la compétition de patin à glace. Il remporte un titre national le jour où son principal rival est victime d'un accident étrange et perd connaissance. Personne n'a jamais pu le prouver. Mais une rumeur a couru selon laquelle quelqu'un aurait trafiqué les patins du jeune garçon. Le comportement compulsif de Marjorie commence à peser sur son mariage. Dick Leroy a commencé à recevoir des appels de créanciers au sujet de dépenses dont il n'était pas au courant. Et cette tendance n'a fait qu'empirer avec le temps. Dick Leroy demande le divorce en 1970. Marjorie a toujours le soutien de sa famille, mais ce n'est pas assez pour elle. À maintes reprises, elle se rend à Glensheen pour demander de l'argent. Son empressement est mal perçu. Marjorie ne s'entendait pas bien avec les autres Congdon. La plupart des membres de sa famille la considéraient comme le mouton noir, celle qui avait divorcé avec tous ses enfants et qui passait son temps à quémander. En novembre 1974, Marjorie retourne à Glensheen. Elle se rend dans la cuisine et dit aux domestiques qu'elle souhaite donner à sa mère du pain et de la confiture maison. Elle insiste pour préparer le goûter elle-même. Quelques heures après l'avoir mangé, Elizabeth tombe dans le coma. Elle a commencé à défaillir et elle a frôlé la mort. Mais quand elle a commencé à se remettre, Marjorie a quitté la ville. Les analyses de sang ont révélé un taux élevé d'un puissant sédatif, le méprobamate. Mais ce médicament ne faisait pas partie de ceux que prenait Elizabeth. Afin d'éviter le scandale, la famille décide de ne pas ébruiter l'affaire. Personne n'en parle directement à Marjorie, mais les domestiques reçoivent l'instruction de ne plus jamais laisser Elizabeth seule avec sa fille. 2 ans plus tard, Marjorie déménage dans le Colorado avec son plus jeune fils, Ricky. C'est là qu'elle rencontre son second mari, Roger Caldwell, un vendeur au chômage. Ils ont commencé à échafauder un rêve commun,
celui d'investir dans l'élevage de chevaux. Et ils ont commencé à acheter des propriétés, très chères évidemment. Je recevais des appels de créanciers, de particuliers, de banques. Ils disaient avoir prêté de l'argent à Marjorie. Roger m'avait confié qu'il s'inquiétait du rapport qu'entretenait Marjorie avec l'argent. Il faut dire qu'elle avait une fâcheuse tendance à arnaquer les gens. À la fin des années 70, les Caldwell se retrouvent dans un énorme gouffre financier. L'argent de Marjorie couvrait à peine leurs factures colossales. Ils étaient criblés de dettes. Et ils avaient commencé des activités illégales, comme signer des chèques en bois. Ils faisaient aussi l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance, au sujet d'un cambriolage dont ils auraient été victimes et pour avoir utilisé de fausses cartes de crédit. Ils se trouvaient donc dans une situation financière désespérée. Les enquêteurs découvrent qu'en mai 1977, moins d'un mois avant les meurtres, Roger a rendu visite à Elizabeth et aux Congdon à Duluth pour leur demander 750 000 $. Il voulait construire un ranch dans le Colorado. Essayant d'attendrir Elizabeth, Roger lui montre un certificat médical lui prouvant que ce ranch serait bénéfique à l'asthme de son petit-fils Ricky. Mais le couple avait fabriqué une fausse lettre et la famille d'Elizabeth renvoie Roger chez lui, les mains vides. En juin 1977, Marjorie et Roger Caldwell étaient complètement fauchés. Ils n'avaient aucun revenu, aucune économie. Ils vivaient au jour le jour dans un hôtel du Colorado, loin d'être un 5 étoiles. Ils se trouvaient dans une situation vraiment désespérée. Le 27 juin 1977, Elizabeth Congdon est retrouvée morte. Assassinée. L'héritage qu'elle laisse derrière elle se monte à 45 millions de $. La part de Marjorie est très élevée, 8 millions de $. Avec autant d'argent en jeu, Gary Waller, le policier chargé de l'enquête, pense qu'il est temps de s'intéresser aux Caldwell. Quand le couple arrive à Duluth pour l'enterrement d'Elizabeth, il les appelle pour les interroger. L'entrevue ne durera que quelques minutes. Marjorie raconte aux policiers qu'ils étaient tous les deux à la laverie à Golden, dans le Colorado, le matin des meurtres. Mais Gary Waller est intrigué par Roger. Roger avait une coupure à la lèvre. Il avait aussi la main droite très gonflée, ainsi qu'une coupure à un doigt. J'ai repensé à l'autopsie et au bleu qu'on avait retrouvé sur le corps de Velma, sur sa joue gauche et sa mâchoire. Je me suis dit qu'on allait dans la bonne direction. Marjorie était-elle un mouton noir avec des gants de loup? Avait-elle envoyé Roger ce soir-là au château pour faire le sale boulot? 2 femmes étaient mortes et les policiers étaient déterminés à savoir comment. La ville de Duluth était sous le choc des 2 meurtres d'Elizabeth Congdon et de Velma Pietila. Tout le monde y allait de ces spéculations. Les médias autant que le public se posaient beaucoup de questions sur le responsable de ces crimes. La police a tout de suite soupçonné les membres de la famille, ce qui a rendu l'histoire encore plus fascinante. Et tout le monde suivait l'affaire dans l'attente de nouveaux éléments. À l'enterrement, les Caldwell se font remarquer. Roger porte un costume turquoise et Marjorie une chemise à fleurs avec un pantalon moulant blanc. Ils viennent d'acheter ces vêtements dans la boutique la plus chic de la ville en faisant facturer la note de 2000 $ à la femme dans le cercueil. Juste après l'enterrement, le 30 juin, on a pris la décision de réinterroger les Caldwell et de regarder les mains de Roger de plus près. Mais quand Gary Waller se rend à l'hôtel des Caldwell, le couple a déjà plié bagages. Heureusement, la chambre n'a pas encore été nettoyée et à l'intérieur, il trouve un ticket de caisse de l'aéroport de Minneapolis daté du 27 juin 1977. C'est une découverte importante.
Ce ticket prouve qu'au moins un des Caldwell était dans le Minnesota le jour des meurtres. On était très satisfait d'avoir trouvé cette preuve. On a eu de la chance, car à quelques minutes près, on ne l'aurait pas eu. Si la chambre avait été nettoyée avant, elle nous aurait échappé. C'était vraiment bien. Le ticket de caisse vient d'une boutique d'aéroport. Un employé se souvient d'un homme correspondant à la description de Roger. Un homme, qui correspond au signalement de Roger, est venu avec une valise en osier, ce qui est assez inhabituel, et a acheté une housse de costume dont on a retrouvé le ticket à l'hôtel. Un appel à Glensheen confirme qu'une valise en osier a bien disparu en même temps que les objets volés dans la chambre d'Elizabeth. Gary Waller se rend ensuite dans le motel du Colorado où les Caldwell vivent depuis presque un an. Le réceptionniste vient de recevoir une lettre pour Roger Caldwell. Le cachet de la poste est daté du 27 juin à Duluth, Minnesota. Dans l'enveloppe, Gary Waller trouve une petite pièce byzantine en or. Les autres enquêteurs se rendent à Glensheen et découvrent qu'il manque une pièce dans la collection d'Elizabeth Congdon. En utilisant des échantillons de la signature de Roger, les experts confirment que c'est bien lui qui a écrit l'adresse sur l'enveloppe. Derrière, les experts retrouvent l'empreinte d'un pouce. Ils la comparent à une empreinte que Roger avait laissée pour conduite en état d'ivresse. Et bonne nouvelle, les empreintes correspondent. On se serait cru au pied d'un sapin de Noël. On travaillait sur cette énorme affaire avec une grosse pression. Et on l'avait. On savait qu'on avait trouvé la bonne personne. Je me souviens avoir reçu l'appel. Ils m'ont dit, on le tient. On a une empreinte qui prouve qu'il était à Duluth au moment des meurtres. Pendant ce temps, les enquêteurs commencent à traquer les Caldwell. Ils avaient réussi à savoir que Roger et Marjorie étaient descendus dans un hôtel près de l'aéroport de Bloomington, dans le Minnesota. Gary Waller retourne dans le Minnesota par le vol suivant. Armé d'un mandat de perquisition, il entre dans la chambre d'hôtel pendant que le couple est sorti. Sur leur lit, il y avait cette fameuse housse de costume qui avait été achetée à l'aéroport le matin des meurtres. On y retrouve également une valise en osier. Dans une boîte à collants, on retrouve des bijoux, dont certains correspondaient à ceux qui avaient été volés sur le corps d'Elizabeth Congdon et dans la boîte à bijoux de sa chambre. Quand Marjorie rentre à l'hôtel, seule, elle tombe sur Gary Waller qui l'attend. Je lui ai dit ses droits, mais elle voulait en discuter. Souvenez-vous bien, Marjorie se croyait plus intelligente que tout le monde. Elle raconte qu'ils étaient dans le Colorado à la recherche d'un ranch le week-end des meurtres. Mais Gary Waller sait que Marjorie ment. Il a interrogé des agents immobiliers et des amis du couple. Marjorie était seule ce week-end-là. Ensuite, Gary Waller déverse les bijoux volés sur les genoux de Marjorie et lui demande d'où ils viennent. Je lui ai montré la bague en saphir et diamant et je lui ai demandé si elle la reconnaissait. Et elle m'a répondu « C'est une copie de celle de ma mère ». Puis elle a demandé à parler à son avocat, maître David Arnold. Marjorie m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle était avec Roger dans un hôtel et que je devrais m'habiller pour me joindre à la fête. Je lui ai dit « Comment ça, une fête ?» Elle m'a répondu « Il y a déjà 50 policiers autour de moi. » Je lui ai dit de ne pas ouvrir la bouche et que j'arrivais le plus vite possible. L'avocat de Marjorie arrive et stoppe l'interrogatoire. Mais Gary Waller sait que grâce au ticket de caisse de l'aéroport, l'empreinte et les bijoux, il a assez de preuves pour arrêter Roger. Quant à Marjorie, ce sera pour plus tard. La stratégie, c'était d'arrêter le meurtrier d'abord. Puis nous nous occuperions de la personne à l'initiative de cette conspiration, la femme derrière l'homme. Roger Caldwell est inculpé et arrêté le 6 juillet 1977 pour les meurtres de sa belle-mère et de son infirmière.
Une semaine plus tard, Gary Waller retourne dans le Colorado à la recherche de preuves supplémentaires. Dans une banque, il trouve un coffre au nom de Roger, loué le lendemain des meurtres. Quand on a ouvert le coffre, on y a trouvé une lettre datée du 24 juin, 3 jours avant la mort d'Elizabeth. Cette lettre promettait à Roger Caldwell 2,5 millions de dollars quand Marjorie toucherait l'héritage de sa mère. Un contrat de meurtre. C'était tout simplement un contrat de meurtre. Cette affaire cumule tout. Une scène de crime particulièrement horrible, un complot familial et bientôt un procès dont tout le Minnesota parlera. Un an après son arrestation, le procès pour meurtre de Roger Caldwell commence. John DeSanto, le procureur, est optimiste, même s'il n'a pas de témoins clés. On n'avait aucun témoin pouvant dire qu'il avait vu Roger au château, et encore moins en train de commettre les meurtres. On n'avait que quelques preuves matérielles, et chaque pièce à conviction était d'une importance capitale. Cette affaire est simple. Roger a été l'homme de main de Marjorie. Les meurtres chez les Congdon font tellement de tapage dans la ville de Duluth que le juge renvoie l'affaire devant le tribunal du comté de Crow Wing, à 200 km de là. Des hordes de journalistes débarquent alors dans la petite ville de Brainerd pour assister à la résolution de l'affaire la plus mystérieuse du Minnesota. Nous allions montrer à tout le monde qu'au-delà de tout doute raisonnable, Roger Caldwell avait commis ces meurtres. Il avait un mobile, les 2,5 millions de dollars qui lui avaient été promis suite à la mort d'Elizabeth Congdon. Pendant le procès de Roger, et dès le début de celui-ci, tout le monde pensait que l'accusation gagnerait. On avait retrouvé des bijoux venant du château, une femme à l'aéroport avait identifié Roger, il y avait son empreinte sur une enveloppe, ce que les experts sont venus confirmer à la barre pendant le procès. Et il était à Duluth le jour du meurtre, car le cachet de la poste indiquait Duluth, 27 juin. Suite à cela, l'avocat de Roger, Doug Thompson, demande au jury de laisser sa place au doute. L'une des forces de la défense était qu'on avait diffusé le portrait de Roger Caldwell dans la presse, ce qui remettait en cause l'identification des 2 employés de la boutique d'aéroport dans laquelle Roger avait soi-disant acheté la housse de costume. L'accusation comporte donc des failles. Nous avons été incapables d'indiquer au jury comment Roger Caldwell s'était rendu sur les lieux du crime et par quel mode de transport. Il faut savoir qu'en 1977, on ne demandait pas les papiers d'identité pour monter à bord d'un avion. On manquait également de preuves reliant Roger Caldwell directement à la scène de crime. Aucune de ces empreintes n'avait été trouvée dans le château, ni même un cheveu pouvant être identifié comme appartenant à Roger Caldwell. Mais le laboratoire révèle que le sang retrouvé sur la scène de crime est du même groupe que celui de Roger. Nous avons pu, grâce à cette preuve, éliminer 82% de la population de Duluth. Et ce qu'on s'est dit suite à cela, c'était qu'à Duluth, parmi les 18% du même groupe sanguin, soit 18 000 personnes, il n'y en avait qu'une avec un contrat de 2,5 millions de dollars sur la tête de la victime. Et c'était Roger. Pendant les délibérations, l'accusation sait que l'enjeu est grand. Si Roger ressort libre du tribunal, le procureur aura du mal à inculper sa complice. J'ai dit au jury dans ma plaidoirie finale que nous étions en train de conclure la première étape de cette enquête. Je voulais qu'ils sachent qu'il y aurait une deuxième étape. Marjorie était celle qui avait manigancé tout ça et s'était servi de Roger comme homme de main. Le jury rend son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. J'étais extrêmement satisfait. On avait obtenu ce qu'on voulait. C'était formidable. Mais d'un autre côté, j'ai ressenti un sentiment de tristesse qui ne m'a jamais quitté. 2 femmes étaient mortes avant l'heure et laissaient derrière elles 2 familles en deuil.
Mais l'affaire est loin d'être terminée. Quelques semaines après la condamnation de Roger, Marjorie est mise en examen pour association de malfaiteurs dans une affaire de meurtre. Quand elle se livre à la police, elle arrive en compagnie du plus grand avocat du Minnesota, Ron Meshbecher. On se disait tous, si j'étais coupable, j'engagerais Ron Meshbecher. La faiblesse de l'accusation a été de croire que le procès de Marjorie Caldwell ne serait qu'une réplique du procès de Roger. Mais elle avait un autre avocat. Et l'accusation n'avait pas anticipé que la défense sortirait de son chapeau de nouvelles pièces à conviction qui la déstabiliseraient. Grâce à la star du barreau de Minneapolis, Marjorie réussit à remettre les compteurs à zéro pour son procès. Le journal Duluth News-Tribune titre « Ce sera la ville contre la campagne. Un coupable pourra-t-il échapper à la justice grâce à son argent ?» En juillet 1979, le procès de Marjorie Caldwell s'ouvre à Hastings, à la cour d'assises du comté du Dakota, dans le Minnesota. L'accusation portait un fardeau plus lourd cette fois-ci, car il ne plaidait pas le fait que Marjorie était sur place, ni qu'elle avait elle-même commis les meurtres. Sa théorie était que Marjorie avait aidé à planifier les meurtres, ce qui restait difficile à prouver étant donné que Roger ne la dénonçait pas. Nous avons dû prouver une nouvelle fois que Roger avait bien commis les meurtres. Et je voulais absolument faire passer le message au jury que cette femme qui était née avec une cuillère d'argent dans la bouche avait été ingrate au point d'assassiner sa propre mère de 82 ans pour toucher son héritage. Gary Waller raconte au jury les déclarations fantaisistes de Marjorie sur l'emploi du temps de Roger le 27 juin. En tant qu'enquêteur, on aime les mensonges presque autant que les aveux. Quand on peut prouver que quelqu'un a menti, c'est l'équivalent d'une confession. Marjorie avait donné 7 versions différentes de l'emploi du temps de Roger ce matin-là. La preuve la plus tangible, ce sont les bijoux retrouvés dans la chambre d'hôtel des Caldwell. Pendant son interrogatoire, Marjorie déclare qu'il ne s'agit que de répliques. Nous avons fait venir le bijoutier qui avait monté la bague d'Elizabeth Congdon de nombreuses années auparavant. Il y avait des poinçons sur cette bague et il a été capable de l'identifier formellement comme étant celle d'Elizabeth Congdon et en aucun cas une réplique. Mais comme un autre jury avait jugé Roger coupable des meurtres, Ron Meshbecher doit relever un défi encore plus grand. J'avais de nombreux obstacles à franchir, mais l'accusation, elle, devait encore pouvoir relier Marjorie au meurtre. Devais-je dire au jury que Roger avait commis ces meurtres sans que Marjorie n'ait rien à voir dans l'histoire? Ou clamer qu'il n'y avait aucune preuve que Roger ait tué et que par conséquent Marjorie n'avait rien fait? En tant que conspiratrice, Marjorie est aussi coupable que Roger l'est de meurtre. Mais si son avocat parvient à semer le doute sur la culpabilité de Roger, alors Marjorie sera acquittée. Et comme souvent, toute cette affaire repose surtout sur une pièce maîtresse. L'empreinte de Roger sur l'enveloppe, c'était la pièce à conviction maîtresse de l'enquête. Et De Santo, lors de sa déclaration préliminaire, a probablement trop parlé de cette empreinte, en insistant sur le fait qu'on pouvait douter de toutes les autres preuves, mais pas de l'empreinte retrouvée sur l'enveloppe. Ron Meshbecher dit alors au jury que le procureur s'est trompé pendant le procès de Roger, que l'empreinte a été réétudiée par l'un de ses experts et qu'elle ne correspond pas à celle de Roger. Il a dit que ce n'était pas l'empreinte de Roger, que ce n'était pas l'empreinte de son pouce comme on l'avait déclaré. Il a mis l'accent sur le fait que c'était une grossière erreur. Il y a eu un conflit d'experts entre celui de Ron Meshbecher et le nôtre. Alors j'ai proposé à John de demander à un expert du FBI de trancher. L'accusation met la barre encore plus haut et demande à un troisième expert de donner son avis sur les découvertes de la défense. Il a dit « Laissez-moi travailler quelques heures tranquilles sur ces empreintes et je vous donnerai mon avis. » Il est revenu après quelques heures en nous disant que selon lui, elles ne correspondaient pas. Ça a été un revirement de situation très dur à avaler.
Et ça a été dur moralement. C'est un coup terrible porté à l'accusation. Son plan s'est retourné contre elle. Le 21 juillet 1979, le jury déclare Marjorie non coupable de tous les chefs d'accusation. Elle ressort du tribunal libre. Je suis allé aux toilettes avec John. Et là, il a craqué. C'était une catastrophe pour nous. Après l'acquittement de Marjorie, j'ai appelé des jurés du procès de Roger pour savoir s'ils étaient au courant de ce revirement de situation. Et plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils étaient prêts à reconsidérer la question et qu'ils doutaient de la culpabilité de Roger. Basé sur les preuves du procès de Marjorie, Roger fait appel auprès de la Cour suprême. Une nuit, j'ai reçu un appel vers minuit. Je ne l'oublierai jamais. C'était un journaliste de Duluth News Tribune qui me réveillait en pleine nuit pour me demander « Allez-vous rejuger Roger Caldwell ?» Surpris, je lui ai demandé « Pourquoi je devrais rejuger Roger Caldwell ?» Il m'a répondu « Vous n'êtes pas au courant? La Cour suprême du Minnesota a changé d'avis. » J'ai dit non et je suis tombé à genoux à côté de mon lit. Je n'oublierai jamais. J'ai sangloté. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'en suis encore tout retourné quand j'en parle. À cause de cette affaire, j'ai pensé que je n'étais peut-être pas fait pour ce métier. Quel échec pour la justice. Un vrai coup de poing. Marjorie et Roger allaient s'en tirer alors qu'ils avaient tué. Mais cette histoire connaît encore quelques rebondissements. Cette histoire avait déjà 5 ans, mais nous en avions tous gardé des séquelles sur tous les plans. Ça a même touché notre vie de famille. Suite à l'acquittement de Marjorie et au revirement de situation concernant Roger, il faut bien accepter la dure réalité. Personne ne paiera pour les horribles meurtres d'Elizabeth Congdon et de Velma Pietila. Les enquêteurs n'ont plus que 2 options, toutes 2 très peu satisfaisantes. Risquer un 3e procès ou tenter de négocier avec Roger. Il y avait beaucoup de pression autour de cette affaire. Personne ne voulait voir Roger Caldwell sortir de prison. On ne voulait pas retenter un procès parce qu'on pensait n'avoir aucune chance de gagner. Roger accepte alors de leur raconter ce qui s'est réellement passé cette nuit-là en échange de sa libération. Mais les détails du crime resteront un mystère. L'accusation n'a pas obtenu les informations qu'elle voulait suite à ses aveux. Roger Caldwell a laissé de nombreuses questions en suspens. Chaque fois que le procureur négocie une libération contre des aveux, il court un risque. Il espère toujours que le coupable commence à se répandre et racontera l'histoire avec luxe de détails. Mais cette fois-ci, le pari ne paiera pas. Roger fait mine qu'il ne se souvient de rien. Il disait qu'il avait bu et qu'il ne se souvenait de rien. Mais nous aurions voulu savoir comment il s'était rendu au château ce soir-là. Mais il répondait qu'il ne se souvenait pas, qu'il avait peut-être pris un taxi. Et tous ceux qui, comme moi, voulaient connaître la vérité sur les faits sont restés très frustrés. Mais d'un point de vue légal, il a signé ses aveux. Et nous n'avions besoin que de ça pour clore l'enquête. On aurait dû taper du poing sur la table et refuser l'accord. Nous n'avons rien su de plus que ce que nous savions déjà. Il n'a pas parlé de Marjorie. À mon avis, il espérait encore pouvoir toucher son butin. Mais Roger ne verra jamais l'argent que Marjorie lui avait promis. Il retourne dans sa ville natale de Latrobe en Pennsylvanie, mais ne trouve pas de travail régulier et commence à boire. Au fur et à mesure que le temps passait, il devenait de plus en plus aigri et frustré, se sentant comme en prison car personne ne voulait jamais l'embaucher. La dépression de Roger finira par l'emporter. Roger s'est suicidé en 1988. Il a emporté dans sa tombe ce qu'il savait, et nous ne le saurons jamais. Dans sa lettre d'adieu, il écrit « Ce que vous devez savoir, c'est que je ne les ai pas tués et que je n'ai jamais fait de mal à personne. » Je suis allé à son enterrement
et je suis resté dans les environs pendant plusieurs jours. J'ai découvert qu'il vivait avec sa petite amie à Latrobe et j'ai appris que peu de temps avant son suicide, il l'avait battue très violemment et lui avait cassé le bras. Elle avait passé plusieurs jours à l'hôpital. Je savais donc qu'il était capable de faire du mal à quelqu'un, en particulier quand il avait bu. En 2003, des tests ADN confirment l'implication de Roger dans l'affaire. Le rabat de la fameuse enveloppe est étudié et 2 marqueurs d'ADN sont identifiés. On les compare à un échantillon de salive de Roger et ils correspondent parfaitement, en écartant 99,93% de la population. C'était lui qui avait commis les meurtres. Mais ce n'était pas lui qui avait tout manigancé. Après la mort d'Elizabeth Congdon, Glenn Sheen est légué à l'université du Minnesota, comme elle en avait indiqué le souhait dans son testament. La propriété est restée pratiquement la même que la nuit des meurtres. Ce musée accueille 80 000 visiteurs par an. Marjorie s'est remariée. En 1984, elle est condamnée pour avoir mis le feu à 2 maisons vides qu'elle essayait de vendre. Elle passe 2 ans en prison avant d'être libérée et de s'installer dans l'Arizona avec son nouveau mari. 6 ans plus tard, Marjorie est rejugée coupable d'incendie. Elle écope de la peine maximale, 15 ans de prison. Et c'est en janvier 2004 qu'elle sort enfin de prison à l'âge de 71 ans. Tant que Marjorie est libre, les enquêteurs ont l'impression d'avoir laissé un meurtrier dans la nature. Nous n'avons jamais douté. Nous avons toujours su que ces 2 individus étaient responsables de la mort des 2 femmes. Je ne pense pas que Marjorie ait tiré quelque leçon que ce soit de toute cette affaire. Je suis certain que pour elle, tout ce qu'elle a fait, c'était bien. Et tout ce qui a mal tourné, c'est parce qu'elle a été victime d'un complot. J'ose espérer quand même que par moments, quand elle se retrouve seule face à elle-même, elle se met à avoir des doutes. Mais nous n'aurons jamais l'occasion de le constater par nous-mêmes. En 1979, 5 des 7 enfants de Marjorie portent plainte contre leur mère afin de la déshériter de la fortune des Congdon. Elle se retrouve avec une petite partie de son héritage, bien moins que ce qu'elle aurait touché si sa mère n'avait pas été assassinée. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.